Bonjour Anthony Amar. Bonjour Sam. Anthony, on t'a tous connu, c'était à la télévision sur TF1 en 2011. Oui, Ça remonte, hein? alors ça remonte beaucoup, ouais, ça Bah remonte à oui, très loin. c'était sur koh, Exactement. émission culte et bien évidemment, on ne t'a pas oublié parce que tu l'es tout autant, que l'émission, Ouais, à c'est tel gentil. point que l'année suivante, en 2012, tu deviendras un ange de la télé-réalité avec pour projet professionnel, le coaching, Sportif. sportif. C'est marrant, ça se voit pas, hein. Ouais, non, je sais, j'ai régressé avec le temps et je me fais vieux. Ah bah non, c'était ironique, justement. Tu toujours aussi musclé, Ouais, quoi. ça va, on s'entretient. Il faut, c'est le travail, hein, ça reste mon travail principal, mon D'ailleurs, activité. dans un message que tu as posté, et dont on va parler ensemble, tu parles de ta relation à ton corps, tu parles de ta relation, aux muscles et de quelque part, tout ce que tu caches et tout ce qui est Mmh. enfoui Ouais, derrière cette force exactement, ouais. apparente. Tu as posté un message et je crois que tu t'attendais pas à ce qu'il y ait des articles derrière, tu t'attendais pas Pas à du ce que tout. ça fasse, autant de bruit. Non. Tu as posté le message suivant sur tes réseaux sociaux, sur ton compte Instagram en story: «Hier, j'ai tenté de mettre fin à mes jours. C'est pas un appel à l'aide, ni un cri de désespoir. Mmh. C'est simplement pour vous rappeler que de rester silencieux trop longtemps peut finir par vous tuer.» Mmh. Beaucoup ont tendance à voir ce type de message comme des appels à l'aide. Mmh. Toi, tu le dis, tu l'écris noir sur blanc, ce n'est pas un appel à l'aide. Ouais. C'est quoi? En fait, c'est pas un appel à l'aide. En fait, c'est juste, j'ai remarqué depuis de nombreuses années que j'ai beaucoup d'hommes qui viennent me voir avec, une grosse sensibilité qui cache derrière un gros physique, tu sais? Et je me dis, en fait, on est nombreux à cacher justement nos blessures derrière des performances, qu'elles soient au travail, qu'elles soient à la salle de sport. Et c'est pour ça que je disais que, tu sais, souvent quand les gens surperforment dans une activité, c'est souvent pour cacher un mal-être. Et donc, généralement, pour moi en tout cas, ça a été le sport, la Oui. musculation. Donc, en fait, c'est comme si tu construisais une plus grosse armure, mais pour protéger un cœur qui reste en morceaux, tu vois. Donc, en fait, je me suis Mmh. dit, si aujourd'hui, le fait de prendre la parole sur un sujet aussi important et de dire qu'en réalité, c'est en fait, t'as pas besoin de rester silencieux parce que le silence finit par te tuer parce que en fait, le fait de sans arrêt être dans l'effort, d'être dans la performance, tu te dis que t'es solide, tu peux tout endurer, tu peux tout encaisser. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je suis arrivé à un moment donné dans ma vie où, en fait, de parler de ces choses-là, surtout sur un sujet qui est aussi compliqué que celui-ci, hein, parce il est récent, il date d'il y a 10 jours, donc c'est très, très, comment t'expliquer ça? C'est encore dur d'en parler, hein, fou. En réalité, c'est pas un appel à l'aide parce que si tu veux, quand j'ai bossé sur moi, ça fait des années que je travaille sur moi. Il y a eu de nombreuses blessures, mais en fait là, c'est une accumulation de choses qui a fait que je demandais pas à l'aide. En fait, moi, je voulais en finir. Je voulais clairement en finir. La douleur était tellement intense que je me suis dit, j'ai plus besoin d'appeler à l'aide personne puisque de toute façon, tous les appels que j'ai pu lancer auparavant aux gens autour de moi, ils n'ont pas été entendus. Peut-être justement parce que j'ai cette carapace, cette armure qui fait qu'on a l'impression que rien peut te casser, rien peut te briser. J'ai eu de nombreuses blessures et comme tu t'en remets toujours, tu as toujours le sourire. En fait, personne se doute que derrière ton sourire, il se cache 1 milliard de blessures. Oui, tu parles d'une dépression souriante. Tu dis c'est ce qu'on appelle une dépression souriante et moi, je te cache pas que ça me touche. On en a parlé. Ouais, On bien s'est sûr, parlé, ouais, bien au sûr. téléphone. Ça m'émeut beaucoup parce que tu dis quelque chose, je trouve, tu mets le doigt sur quelque chose d'essentiel et de juste. C'est que oui, c'est pas parce qu'on a le sourire que tout va bien, Ouais, bah, tu hein? vois? Ouais, bah, regarde, je l'ai toujours, en fait. C'est pas parce que tu ressembles Costaud. à Ouais, Musclor, ouais. tu vois, que tout va bien. Non, au contraire, souvent, c'est l'inverse. Souvent, c'est les gens les plus souriants, c'est les gens les plus solaires qui cachent, le plus de choses, justement. C'est parce que derrière un ça va, tu sais, souvent, on a ce truc un peu mécanique de demander comment ça va, mais la personne te répond de manière, très mécanique aussi: «Ça va». J'espère que tu vas bien. Voilà, c'est ça, tu vois? Et moi, quand je serre la main de quelqu'un, quand je lui dis: «Ça va», je le regarde dans les yeux, je dis: «Est-ce que ça va vraiment?» Tu vois? Et juste, est-ce que ça va vraiment? Tout de suite, la personne, elle se désamorce, elle dit: «En fait, non, ça va pas». Tu vois? En fait, on veut tous faire bonne figure. On porte tous un masque, que ce soit à la salle de sport, que ce Tous. soit au travail, que ce soit dans notre vie même privée. Et en fait, c'était ce poids-là que j'avais envie de retirer. J'en avais marre. Même les réseaux sociaux, tu sais, comme on en a déjà parlé, j'ai ce syndrome, en fait, de l'imposteur. Je suis quelqu'un qui est connu sur les réseaux sociaux parce que j'ai un certain nombre d'abonnés. Mais pour moi, je suis un être humain lambda. Donc je me dis, j'ai des émotions. Les autres ont certainement les mêmes émotions. Et si je les partage, ça peut peut-être être utile à quelqu'un. Partager mon physique, ça va inspirer ceux qui sont intéressés par ça. Mais les émotions, on est tous reliés par ça. Donc je me suis dit aujourd'hui, si je peux juste me servir de ces épreuves-là pour dire aux gens, ben, c'est pas parce que tu souris ou c'est pas parce que tu as un physique ou c'est pas parce que tu as du succès sur les réseaux sociaux ou dans ton travail que ça va vraiment. Quand tu demandes à quelqu'un est-ce que ça va, c'est est-ce que ça va? C'est hyper important, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est surconnecté sur les réseaux sociaux, mais on est déconnecté des gens, tu vois. C'est fou. Complètement.
Tu vois, et regarde, la première des fois où on s'est parlé, je t'ai demandé ça. Est-ce que ça va, Sam? Et je t'ai dit non. Non, ouais, c'est vrai, très spontanément. Ouais, je t'ai dit non. Bah ouais, c'est vrai. Mais moi aussi, je suis un petit peu dans ce truc-là, tu sais, où ça m'énerve l'hypocrisie du ça va, du j'espère que tu vas bien, que tu dois faire Ouais, aussi bien de sûr, temps bien en sûr, temps, bien sûr. et que je fais parce que c'est devenu un code de politesse. Mais tu sais, quand Tu tu vois regardes les quelque gens, part. ouais, mais quand tu regardes les gens et quand tu leur demandes ça va, tu vois bien que des fois le regard il est fuyant. Tu vois la manière que tu as de regarder les gens. Moi, quand je leur demande si ça va, tu sais, je regarde vraiment le fond de leur âme. J'essaie de me dire, est-ce que ça va? Est-ce que tu caches quelque chose? En fait, dans mon ça va, c'est est-ce que tu caches quelque chose? Mais parce qu'on nous a appris, je crois, depuis qu'on est gamin, à faire bonne figure. Moi, c'est quelque chose que j'entendais, mais à juste titre, hein, Mhm. je veux dire, je blâme pas du tout mes parents Non, bien pour avoir sûr. dit ça. Chacun fait comme il peut et chacun fait avec ses codes et son éducation. Mais en tant qu'enfant, c'est vrai, souvent, tu entendras des parents te dire fais bonne figure, Mhm. sois Ouais, bien souriant, sûr. sois poli, sois sympathique. En fait, on t'apprend à porter un masque, Ouais, t'es on t'apprend conditionné, à ouais. être celui que tu n'es pas. Bien sûr. Résultat, quand quelqu'un te demande si ça va, on est tous dans cette pièce de théâtre et dans cette comédie où on ne s'écoute pas, on ne se sent pas. C'est L'énergie vrai. n'existe C'est plus. vrai. Et c'est pour ça que quand tu m'as dit au téléphone, est-ce que ça va vraiment? J'avais deux possibilités. Ouais, de C'est mentir. être dans la pièce de Ouais. théâtre de ma vie C'est vrai, c'est vrai. ou te dire tout simplement non, ça va pas. Et en vrai, je suis OK avec le fait que ça n'aille Ouais, pas. bien sûr. Non, ça ne va pas. Et Je ne vais pas bien et et je- c'est OK. Et je vais même te dire un truc, c'est ce qui m'a fait venir ici, en fait. C'est parce que j'ai senti cette sincérité dans ton non, ça va pas. Je te promets, tu sais, moi, j'ai quand même un peu ce déni avec les réseaux sociaux. Je te dis d'être, entre guillemets, quelqu'un de public et quelqu'un de privé. J'essaie de garder ma vie privée extrêmement privée. Je m'expose pas vraiment sur les réseaux, à part pour mon activité physique et encore beaucoup moins ces derniers temps. Donc, en fait, je me suis dit de revenir un peu, entre guillemets, médiatiquement, alors que mon but, c'était même pas de revenir, c'était de disparaître. Tu vois, le paradoxe, c'est à un moment donné, tu te dis, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas un appel à l'aide, je cherche pas la lumière, je cherche pas à ce qu'on vienne me tendre la main, je cherche juste, en fait, à en finir. La douleur est trop lourde. Donc, parce que tu la gardes pour toi silencieusement, comme tu dis, tu fais bonne figure, tu veux inquiéter personne, tu veux pas inquiéter les parents, tu veux pas inquiéter la famille. Mais au bout d'un moment, tu sais, j'en ai marre, faut arrêter de se mentir. Et en fait, quand tu dis, maintenant, je prends plaisir à dire aux gens, non, ça va pas. Tu sais, et c'est même pas plaisir, c'est qu'en fait, cette story, je vais même te dire une vérité que j'ai remarqué par la suite, c'est que je me suis dit, bah, les gens maintenant, ils ne demanderont plus si ça va. Ils le savent. Tu vois, et en fait, tout de suite, je ressens beaucoup plus de bienveillance, d'empathie, de gentillesse, parce que j'en ai marre de porter ce masque. Tu sais, Ouais, en fait, quelque part, en détruisant ce masque, en disant ça, tu pousses inconsciemment les gens à ne plus te ouais. poser des questions pour que tu joues la comédie en Voilà, c'est retour. ça. Mais en fait, en étant vulnérable, tu permets aux autres de l'être. Parce qu'en fait, on a du mal avec ce truc d'être vulnérable parce qu'on voit ça comme être faible. Mais il faut être super fort pour avouer publiquement aux gens qu'on aime ou même aux gens qui te connaissent pas. Non, ça va pas. Mais ça va pas, ça veut pas dire que je suis détruit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi que je dois travailler, que j'ai remarqué, que j'ai réussi à identifier. Maintenant, je bosse dessus. Par contre, je vais pas feindre le fait que non, ma vie, elle est cool. Non, en ce moment, il se passe des choses compliquées. Donc, et si vous m'aimez vraiment, si ça vous impacte vraiment, bah, c'est pas tendez-moi la main, mais c'est prêtez-moi l'oreille. Tu sais, juste écoute. Oui. Parce que des fois, juste ne serait-ce qu'écouter, c'est rien comme on le fait là, ça peut aider des gens. Parce qu'on parle de la libération de la parole, mais on parle pas de la libération de l'écoute. Et ça, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de gens qui parlent, mais énormément qui n'écoutent pas. Et combien t'entendent? Tu sais, il y en a beaucoup qui Qui t'écoutent, t'entend? mais qui t'entend vraiment? Tout le monde peut t'écouter, mais qui t'entend? Exactement. Et il y Tu a une vois. différence entre écouter Et et entendre. entendre. Je te jure. Entre un son qui passe et le son que tu ressens. Ouais. Et puis surtout, comment tu le captes avec ton empathie, parce que pas tout le monde a l'intelligence émotionnelle de saisir ce que tu racontes. Tu sais, demain, tu peux dire ça va pas, mais tu sais, il y a des gens qui vont dire ça va aller, c'est qu'une passade. Mais tu sais pas depuis combien de temps elle dure la passade. Et tu sais pas de quoi il souffre. Enfin, de quoi il ou elle souffre. Depuis combien de temps? Tu as dit quelque chose, Anthony, là, en introduction de notre échange, de notre discussion. Tu as dit les fois où j'avais essayé de passer à Ouais, l'acte. d'alerter un petit peu. Voilà, avant, c'était quelque part des appels à l'aide. Là, ça l'était pas. Ouais. C'est-à-dire que tu vois une différence entre les précédentes fois Ouais. et cette fois-là. Avant, tu cherchais une forme d'attention, tu avais besoin d'une C'était- forme d'amour, d'une forme d'intérêt. Tu recherchais quoi? En fait, c'était même pas une forme d'intérêt. Tu sais, moi, je suis quelqu'un d'assez. J'étais quelqu'un d'assez pudique d'introverti, d'assez pudique sur mes émotions. Même, je pense que dans les émissions que j'ai pu faire, ça s'est un peu vu que je suis quelqu'un d'assez en décalage avec le milieu dans lequel j'évoluais. Et en fait, je me suis toujours dit, tu sais quoi, je veux inquiéter personne. Et en fait, quand je disais que ça allait pas, je dis, ça va pas, mais ça va aller. C'était presque moi qui me trouvais des prétextes. C'est une phase, ça va passer. Mais en fait, quand cette phase, elle dure des semaines, des mois, des années, tu sais, t'as tendance toujours à minimiser. Tu dis, ouais, mais j'ai connu pire avant, où il y a des gens qui connaissent pire. Et en fait, tu viens le faire, enfin, on vient le faire inconsciemment à hiérarchiser la souffrance. La souffrance, excuse-moi, tu viens hiérarchiser la souffrance en Oui. te disant, il y a des gens qui vivent pire. Et tu l'entends, d'autres Oui. gens, quand tu essaies de parler de tes problèmes, t'as des gens qui vont dire, ça va,
il y a pire quand même, tu vois. Tu déprimes un petit peu, mais regarde, il y a des gens qui sont dans un pays en guerre, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont perdu ci, il y a des gens qui ont perdu ça. Donc finalement, ta souffrance à toi, presque tu te dis, ça sert à rien que je l'expose, puisque de toute façon, elle va pas être considérée à la hauteur de la manière dont moi je la vis. Bien sûr, et il y a beaucoup d'humiliation aussi avec les personnes qui se disent déprimées ou même dans un état dépressif. C'est pas compris par beaucoup de personnes. Non, et puis c'est vu comme quelque chose de tabou, c'est extrêmement tabou. Tu sais, il faut du courage pour être vulnérable face aux gens que t'aimes. Ouais, Parce que ouais. être vulnérable face aux gens que tu connais pas, tu t'en fiches un peu. Mais être vulnérable face aux gens que t'aimes, dire non, ça va vraiment pas, ça va mal. Et puis parfois, ce mal-être, il peut même venir de la relation que t'as avec eux. Tu vois, donc de pouvoir leur dire que ça va pas, mais peut-être que ça vient aussi de l'échange que t'as avec eux, c'est difficile parce que ça les expose à leurs propres blessures aussi à eux. Est-ce qu'ils ont envie de communiquer là-dessus? Parce que peut-être qu'ils sont au courant qu'ils t'ont blessé, mais ils ont pas forcément envie d'en parler. Ils ont peut-être pas envie que tu sois le miroir C'est ça. de ce qu'ils ressentent ou de C'est ce qu'ils ça, ont tu pu sais, ça peut être ressentir. avec tes parents, ça peut être avec conjoint, conjointe, peu importe, partenaire, associé. Donc tu sais, c'est difficile. Ça veut dire qu'en fait, tu te permets pas de dire la vérité. Donc en fait, je me suis dit à un moment donné, je dis, hey, j'en ai marre, maintenant je vais dire à tout le monde la vérité, peu importe comment c'est pris. De toute façon, j'ai pas demandé à l'aide parce que je me suis toujours sauvé un peu tout seul. Et comme j'ai cette image du gars sportif depuis toujours, je peux encaisser. Je soulève des poids à la salle, j'ai fait Koh-Lanta, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait des compétitions, je me suis blessé plusieurs fois, je me suis remis de ces trucs-là. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est moi aussi qui montre à tout le monde que je suis fort tout le temps. Tiens, maintenant, je leur dis, en fait, derrière toute cette force-là, il y a quelqu'un qui est vulnérable, il y a quelqu'un qui est sensible. Il n'y a pas juste une machine à soulever des poids, tu vois. Tu veux cacher depuis longtemps ta vulnérabilité derrière tes muscles? En fait, c'est même pas c'est même pas que je veux la cacher. Je pense que depuis tout petit, en fait, tu sais, j'ai ma mère qui me répétait souvent cette phrase, c'est j'ai échoué beaucoup de choses dans ma vie, sauf mes enfants, tu vois, parce qu'elle n'a pas eu forcément les diplômes qu'elle voulait, la vie qu'elle voulait. Donc, en fait, pour elle, c'était important que son fils soit son pilier. Ma mère, j'étais un peu son pilier, comme elle a été le mien, tu vois, pendant très longtemps. Donc, en fait, il fallait toujours que je sois fort pour ma petite maman, pour ma sœur, parce j'étais l'homme de la famille. Donc, inconsciemment, j'ai porté ce poids depuis toujours. Donc, pour moi, c'est pas un poids, c'est normal. C'était l'homme, donc tu dois être fort, tu dois être, résilient, courageux. Et en fait, mais courageux, ça veut pas dire que t'as pas peur. Justement, sans peur, il y a pas de courage. Donc, il y avait des fois, j'avais peur, mais je continuais quand même. Je continue. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, à quel moment je pense à moi? Je pense à ma mère, je pense à ma sœur, je pense à mon entourage, je pense à ma partenaire, mais putain, à quel moment je pense à moi? Tu sais, et en fait, quand tu commences à faire le bilan de tout ça, tu es en train de te dire, ok, j'essaie d'alimenter tout le monde avec ma propre lumière, tu deviens le soleil de tout le monde, mais tu t'éteins. Tu vois, c'est comme si tu essayais d'alimenter un feu, tu donnes du feu à tout le monde, mais après, tu t'étouffes. Et en fait, c'est ça, je suis arrivé au moment où je me suis étouffé, je me suis dit, mais j'en peux plus. Je suis fatigué, mon âme était fatiguée. En fait, c'était un cri de mon âme. C'est même pas un cri de mon cœur, c'était pas un cri de détresse. Mon âme a dit, hey, j'en peux plus. Je peux plus. Tu sais, je crois que c'est Jim Carrey qui disait ça à un moment donné. Il dit quand t'es dépressif, il dit c'est deep rest. T'as besoin de prendre vraiment un profond repos avec tout ça. Tu dois en fait te détacher du caractère de l'avatar que t'as créé face aux gens. T'as besoin un super repos de ta personnalité, tu vois. Déprécier, Ouais. évoluer. Ouais, tu vois. On nous pousse tout le temps à évoluer, on est tout le temps dans la performance. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en fait, c'est surtout comme je te dis, deep, le profond, et rest, le sommeil. Donc, en vrai de vrai, le sommeil, le repos. Ça veut dire qu'en fait, on est tellement tout le temps dans la performance, dans l'image, tu sais, de se dire, voilà, je performe dans mes podcasts, je performe à la salle de sport, je performe dans les émissions, je fais du chiffre sur les réseaux sociaux, je fais du chiffre là-dessus. Mais en fait, à quel moment tout ça, ça importe si tu vas pas bien? Tu vois, à quel moment ça importe si tu vas pas bien? Moi, pour moi, être heureux, c'est une question d'équilibre. Que ce soit financier, que ce soit mental, que ce soit spirituel, que ce soit professionnel, c'est tout. Ça englobe tout. Et si à un moment donné, tu as un déséquilibre, tu vas voir, tu vas essayer de surcompenser dans quelque chose. Oui. Quand t'es pas bien dans ton couple, tu vas surcompenser dans le travail. Quand t'es pas bien, je sais pas, dans ta peau, tu vas surcompenser avec le physique. Tu vas retoucher des choses ou tu vas améliorer des choses. Et en fait, tu t'éloignes de ce que t'es vraiment. Tu sais, tu travailles pas à l'intérieur de toi. On se déséquilibre. Tout seul. C'est ma psy qui me disait, parce que j'ai fait le travail c'est d'aller bien. voir une psy, je l'ai fait pendant 6 mois. J'ai arrêté, moi, au bout de 6 mois, parce que j'avais l'impression, tu sais, que c'est peut-être pas bien de dire ça, mais que ça m'aiderait pas plus. Ouais, ok. Tu vois, au bout de 6 mois. Mais je crois que ça fait partie du parcours Du psy. process. Ouais, de parfois arrêter et parfois reprendre. Mm. Si c'était si facile, ça se saurait. Hein. Ouais, bien sûr, mais en fait, ce que tu as fait, c'est surtout peut-être que maintenant, tu as réussi à nommer tes patterns. Tu sais, en fait, tu as réussi à trouver d'où venaient tes traumas. Mais en fait, je pense que les psys, ça t'aide vraiment à trouver où est ton trauma, mais ça t'aide pas vraiment tout de suite à le guérir, tu vois. Déjà, toi, tu l'as identifié, c'est déjà bien, tu as déjà identifié tes traumas. Mais elle m'a dit quelque chose, tu vois, que j'avais trouvé hyper intéressant, que j'avais vu un peu comme une révélation. Elle m'avait dit, en fait, quand on se sent très mal, très très mal, c'est souvent parce qu'il y a des piliers de notre vie, c'est ce que tu disais, qui se déséquilibrent. Si tu as plusieurs piliers, si tu as un pilier qui tombe à un moment donné, mais que les autres, ça va à peu près, ça tient à peu près, tu peux continuer. Tu es un peu triste, tu vois, quelques jours, mais tu as quand même le courage. Quand tu as un pilier, par exemple l'amour,
qui tombe. Un autre, le travail, avec des déceptions où ça marche pas, Ah, ou bien sûr. des choses qui vont pas, ou même une reconversion professionnelle ou autre. D'autres qui peuvent avoir aussi en même temps la famille, Mhm. les amis. Ben en fait, tu perds tout l'équilibre. Ton identité. T'es Parce qu'en t'es unijambiste. Ouais, bien Tu sûr. sais plus comment Ouais, tenir. ouais, t'es un funambule sur une corde. Ouais. Est-ce que toi, c'est ça que t'as ressenti? En fait, moi, si tu veux, là, tu viens d'énumérer beaucoup de piliers. En fait, il y a la famille, il y a l'amour, il y a le travail, il y a ton image. En fait, ta conception, ton ego, parce que pareil, l'image que tu as de toi, c'est celle que tu as de toi, pas celle que les gens ont de toi. Tu vois, on se Oui. voit avec une perception qui est différente que celle dont les gens nous perçoivent, tu vois. Et en réalité, moi, si tu veux, c'est tout ça qui s'est un petit peu cassé la figure en même temps. C'est que dans le travail, c'était compliqué parce que je suis coach sportif, mais en fait, j'ai ma société. Donc, ça veut dire que je travaille, j'ai un certain chiffre d'affaires parce qu'il y a des gens qui ont cru que je ne travaillais pas. Je travaille, mais comme je suis à mon propre compte, je paye souvent pour payer mes charges, mon loyer, mon expert comptable, et c'est ça. Et à la fin des fins, pour me verser un salaire, j'ai pas suffisamment de rentrée d'argent, puisque je me sers plus des réseaux sociaux pour ça, pour me verser un salaire. Donc, ça veut dire que tu bosses, tu peux pas te verser de salaire. Donc, déjà, dans ton identité profonde, c'est difficile. Tu disais que pendant 2 ans, tu t'étais pas versé de salaire. Oui, c'est toujours le cas pour l'instant. Tu vois, j'ai postulé aussi pendant des longs mois, même des années, à des postes, que ce soit en salle de sport, parfois même dans des hôtels, des trucs comme ça. Et en fait, on te dit non, parce que t'es un personnage qui était public, t'as des réseaux sociaux qui sont assez puissants, donc ils ont peur que si ça se passe mal, c'est véridique, hein, j'ai eu des discussions comme ça, que ça se passe mal, tu puisses avoir des répercussions sur leur chiffre d'affaires, sur leur nom de... Que tu puisses les critiquer. C'est ça. Et en fait, après, et salir leur image. Et ouais, et puis après, toi, tu te dis, mais en fait, moi, je demande rien de spécial. Je suis juste un gars lambda. Je viens juste postuler. Je demande pas un salaire en plus, pas un traitement de faveur. Je veux juste un taf. Je veux juste travailler. Et en fait, donc, du coup, on te refuse ce travail-là. Après, imagine, tu te sépares d'une relation que tu as idéalisée, parce que souvent, ce qui fait mal quand on se sépare, c'est on a idéalisé son couple. Tu sais, une personne, un amour, tu vas en trouver un autre, peut-être pas le même, surtout pas le même style, peut-être quelque chose de totalement différent que tu as aimé, mais en réalité, ce qu'on perd, c'est l'idéalisation de ce qu'on avait. Tu sais, tu dis, je voulais faire ma famille avec, je voulais me projeter avec, j'avais tout ça, j'avais toute cette image que je me suis mis dans la tête. Et en fait, tu es déjà dans un futur qui n'existe pas. Qui existe pas. Et en fait, tu perds ce futur qui n'existe pas, que tu as idéalisé. Donc, j'ai eu la perte du travail, en fait, du chiffre d'affaires, l'amour, après la famille. J'ai perdu mon père quand j'étais très jeune. Donc, moi, j'étais élevé par un père qui n'était pas le mien jusqu'à mes 10 ans, qui a été quand même assez violent avec moi physiquement. Donc, ça veut dire que quand ma mère s'est séparée de lui, on s'est retrouvé assez longtemps seul. J'ai retrouvé mon vrai père à l'âge de 20 ans. Je l'ai fréquenté pendant 3 ans, pas très longtemps, sur une très courte période. Et à 27 ans, je le perds. Il meurt d'un cancer. Ça veut dire que j'ai pas enterré un père, j'en ai presque enterré 2, tu vois. Et donc, en fait, ça veut dire que t'as pas de socle paternel juste pour te dire, tu sais quoi, ça va aller. C'est normal de passer par des épreuves difficiles, que ce soit le travail. Un travail, t'en retrouveras un autre. Une femme, t'en retrouveras une autre. Ça va aller, mon fils. Si demain, tu te casses la gueule, tu peux arriver à la maison. Je te recueille, t'es chez toi. Moi, j'avais pas tout ça. Donc, ça veut dire que quand je lance ce cri-là, ça veut dire, j'ai pas un père pour me ramasser. Avec ma mère, en ce moment, enfin, nos contacts sont très difficiles. J'ai coupé un peu les ponts avec ma famille parce que, pas qu'il reconnaissait pas ma souffrance, mais en fait, si tu veux, presque il la délégitimise. Oui. Ouais, voilà. Ouais, t'avais l'impression qu'il minimisait. Il la minimisait clairement. Et en fait, ce qui était difficile pour moi, c'est ça. Je me suis dit, mais en fait, même ça, vous n'arrivez pas à le reconnaître. J'ai souffert quand même. C'était assez difficile. Donc, tu dis, les gens que t'aimes ne se rendent pas compte à quel point t'as souffert. Surtout que ces gens-là sont les plus proches de toi. Ils t'ont vu souffrir. Ils le savent. C'est quelque chose de concret. Donc, t'attends une béquille d'eux. C'est ça. Et en fait, donc, du coup, tu sais que tu as ton socle matériel qui n'est pas là, ton socle émotionnel, donc que ce soit ta femme ou que ce soit, enfin bref, ta famille n'est pas là. Tu dis, tu es là, tu te dis, mais en fait, je suis qui, je suis quoi, à qui je vais manquer si demain je pars. En fait, c'était ça. Je me suis dit, à qui je vais manquer si je pars? Je vais manquer à personne. Je vais manquer quoi? Mes abonnés? Et je leur manquerai pas. Je suis juste une figure qui suivent parce qu'ils m'apprécient. Mais je suis personne pour eux. Demain, j'étais à l'hôpital 50 fois, mes abonnés sont pas venus. Et encore heureux, tu vois, c'est normal. Mais ma famille non plus n'est pas venue. Tu vois, donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu te dis, je suis seul. Tu vois, et quand tu commences à avoir ce truc de solitude, où tu te dis, où t'as vraiment ce truc où tu te sens inutile, tu te dis, mais à quel moment j'ai un impact significatif sur les gens autour de moi, alors que tu t'es sacrifié sans arrêt pour eux. Tu vois, donc c'est à ce moment-là où je commence à avoir ces idées qui viennent. Et ça n'a pas été la seule. Ça a été, je te l'avais dit, on se l'était dit en off, j'ai eu plusieurs tentatives. Heureusement pour moi qui ont été infructueuses et parce que j'étais pas mature, j'avais pas cette même maturité. C'est ça qui est dangereux. Ça veut dire que, en fait, j'en ai parlé parce que les cycles se sont répétés de plus en plus vite. Tu vois, ça arrivait, la première tentative, ça arrivait, je devais avoir 16 ans. La deuxième. Oh, waouh. Ouais, ça arrivait, j'avais 16 ans. Tu sais, j'essayais de je me très fortement, tu sais, donc au point de vraiment, je cherchais à trancher quelque chose, mais comme un petit jeune, tu sais, qui crie à l'aide, mais qui sait pas trop comment faire. Mais
j'insistais beaucoup de fois, tu vois. Je suis tombé aussi dans la boulimie, je me faisais vomir. En fait, le rejet total de ton image. Tu sais, tu as les blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, enfin bref, tout un tas de trucs sur lesquels j'ai beaucoup bossé avec le temps, parce que je me suis rendu compte avec le temps que c'était plus facile de nommer mes blessures. Parce que quand tu es jeune, tu sais pas que tu souffres. Tu sais que tu as de la souffrance, mais tu peux pas la nommer. Tu sais pas que c'est des blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison. Tu vois, et là, en fait, en vieillissant, c'est ça la beauté de vieillir, que je trouve, la maturité, c'est que c'est beaucoup plus facile maintenant de dire, ah, ça, c'est un trauma que je connais. Ça, c'est un pattern que j'avais quand j'avais 16 ans. Oui, Et je l'ai déjà vécu. Tu vois, Tu peux l'identifier, tu peux même le reconnaître. beaucoup plus facile. Beaucoup et plus facile. l'anticiper parfois. Souvent même. Sauf que là, je l'ai pas anticipé. En fait, si tu veux, ce geste-là de vouloir mettre fin à ces jours, c'est une impulsion. Tu sais, c'est à un moment donné où, justement, quand tu es là en train de faire le bilan de tout, tu te dis, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça. En fait, tu te dis, mais. J'allais te demander justement, qu'est-ce qui conduit à une décision comme celle-là? Est-ce que tu dirais que c'est une décision et notre discussion ne l'encourage pas du tout? Non. Au contraire, j'espère que cet échange et cette discussion qu'on a tous les deux, Anthony, elles vont permettre à des personnes qui peuvent avoir des pensées Ouais, bien sûr, similaires, bien tu vois, sûr. que tu as pu avoir, en connaître le cheminement et avoir une référence pour pouvoir l'anticiper et l'éviter. J'espère. Mais qu'est-ce qui conduit à une TS? Qu'est-ce qui conduit à une décision comme celle-là? En fait, je pense que pour tout le monde, c'est différent. Tu sais, j'ai perdu un ami à moi il y a 6 mois qui a mis fin à ses jours. Il s'est pendu pas pour une histoire d'amour. Tu vois, une histoire d'amour. Pourtant, ça allait bien financièrement. Il avait ses 2 parents et il a mis fin à ses jours pour une histoire d'amour. Moi, ça a été une accumulation de choses. Tu vois, je me suis dit, en fait, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et sur le fait il n'y a plus personne sur qui un peu juste compter. Tu sais, juste quelqu'un pour m'entendre. Juste quelqu'un pour entendre que ça va pas. Ça va vraiment pas, tu vois. Et je me suis dit, puisque tout le monde est sourd à ma souffrance, bah, je vais crier très fort. Je vais crier très fort et peut-être que ça sera entendu par les personnes qui, comme moi, se disent, bah, en fait, je suis tout seul. Bah non, vous n'êtes pas tout seul, en fait. Moi aussi, je souffre. Et c'est pas pour dire je souffre plus que vous ou autant que vous. Ça veut dire, vous n'êtes pas tout seul. Et en fait, on n'est pas tout seul. Et depuis j'allais dire, ce cri, j'ai eu beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, mais beaucoup d'hommes qui se sont ouverts à moi en me disant j'ai tenté ça il y a une semaine, ça fait la 3e tentative que je fais, j'y ai pensé la semaine d'avant, ou je voulais faire ça la semaine prochaine. Et en fait, juste ça, tu te dis waouh, mais il y a tellement de souffrance, il y a tellement de gens qui sont dans cette détresse. Et donc pour en revenir à ça, quand tu me demandais en fait comment ça vient, moi ça a été, je te jure, c'était presque je te dis un cri de mon âme. Je me suis dit c'était dur, je te promets, comme si j'étais possédé. Je me reconnaissais pas. J'ai une grosse crise d'angoisse, mais je suis un anxieux. J'ai des grosses crises d'angoisse. Et là, j'étais là, je cherchais mon souffle. J'avais une douleur à l'abdomen, de l'abdomen jusqu'à la gorge. J'étais là, je te promets, ce soir-là, je suis sorti de la voiture. J'étais sur le parking de la voiture, le parking de la salle de sport. Je sors de la voiture. J'ai la ceinture, je l'enlève. Je suis là, je suffoque, je me pose par terre. Le sol, il est gelé. Je hurle, je demande à Dieu, moi qui suis croyant, et c'est un grand péché, de m'arracher le cœur. Je demande arrache-moi le cœur, j'en peux plus, je t'en supplie, arrache-moi le cœur, tue-moi. Et en fait, je suis dans un état où presque t'as une projection astrale de toi, hein, tu te vois faire ça, mais t'arrives pas à te contenir. Je suis là, j'en peux plus, je suffoque. Je me dis, mais je suis là à 1h du matin, j'ai personne à qui appeler. Tu vois, j'ai personne pour me calmer à ce moment-là, pour me canaliser. Et en fait, quand je rentre dans la voiture, je commence à suffoquer. Et je te promets, machinalement, je mets mes mains autour de mon cou. Je commence à vouloir mettre, genre vraiment toute cette pression de rage sur mon cou. Ensuite, bref, je prends la ceinture de la voiture et t'imagines la suite. Et je tombe dans les pommes. En fait, je tombe dans les pommes. Je serre, je tombe dans les pommes, je perds connaissance. La première des choses qui se passe, c'est pas je me dis, wow, qu'est-ce que j'ai fait? C'est je me dis, je vois un mur en face de moi, je vois le coin du mur, enfin le mur d'une maison. J'ai la voiture, je me dis, première des choses que je fais, c'est quand je reprends connaissance, je fonce dedans. En fait, c'était plus fort que moi, comme si j'étais possédé à ce moment-là. Et je te jure, je ressors de la voiture à ce moment-là, presque à 2 doigts de retomber dans les pommes. Et je me dis, il faut que je trouve un moyen de me calmer, Et bêtement, mais grâce à Dieu, ça s'est passé. Je mets un grand coup de poing dans un chargeur électrique et je me casse la main, je me casse les 2 doigts. Et la douleur était tellement forte que je te promets que ça m'a ramené à la réalité. Genre, j'ai senti ma main gonfler, je l'ai posée sur le capot de la voiture gelée, ça m'a ramené dans le moment présent. Mais à ce moment-là, il n'y avait rien d'autre que de me faire mal qui pouvait me ramener sur terre. Et je te jure qu'à ce moment-là, la seule chose qu'il y avait dans mon ventre, c'est je vais en finir. Et en fait, je pense que pour tout le monde, c'est différent. Pour certains, c'est aussi juste financier. Tu sais, quand tu t'effondres financièrement, quand tu t'effondres dans ton travail, tu as l'impression de perdre ton identité. Si demain, on t'enlevait tout ça,
qui tu es. Tu vois, moi, je me pose la question, je me suis toujours posé la question, qui je suis quand on enlève, le sport, le physique, l'amour, tout ci, tout ça, tu vois. Et puis après, c'est là où tu es face à toi-même, face à tous tes démons, toutes tes voix, toutes tes blessures. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est que j'aime la personne que je suis. Tu vois, au fond de moi, je l'aime. Mais en fait, tu te perçois tellement plus avec tes propres yeux, tu te perçois avec les yeux des gens que tu as en face de toi, du partenaire peut-être que tu as déçu, des associés avec qui ça s'est pas bien fait, tu vois, des choses, en fait, qui ont mal tourné pour toi. Et tu ne retiens plus que ça. Bah, tu retiens plus que ça. Ouais. Parce qu'en fait, tu te négliges, tu t'abandonnes. Après, il y a des gens qui nous épargnent pas dans la vie. Ah, bah non, bien sûr. Mais en fait, ceux-là, c'est des professeurs. Ils t'apprennent des choses. Tu sais, en fait, on a du mal avec les leçons. Tu crois? Ouais, je pense. Je pense parce qu'en réalité, si ces gens-là, ils sont sur ton chemin, et si ces gens-là, en fait, ils reviennent avec des visages différents, des fois, tu as des personnes qui vont revenir dans ta vie avec des visages différents. Tu te dis, ça, je connais, j'attire toujours le même style de personne. Mais c'est parce que la leçon, tu l'as pas apprise. Donc, tu l'apprends d'une manière différente avec une personne différente. Donc, en fait, je me dis que, en fait, tant que tu n'as pas guéri de cette blessure-là, de ce trauma-là, on va te retester là-dessus. C'est fort ce que tu racontes. Je trouve ça déstabilisant. Non, mais c'est vrai. Quand tu dis, en fait, je me voyais avec les yeux de toutes les personnes avec qui j'ai eu des problèmes ou avec qui ça s'est mal passé. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu finis par te voir sous le prisme des personnes qui te détestent. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu sais, tu dis, je suis un imposteur. Je pense que je suis quelqu'un de bien, mais dans les yeux des gens que j'aime, je le suis pas autant. Tu vois, donc du coup, tu te dis, je pense être un bon fils, mais peut-être que pour ma mère, je le suis pas trop. Et puis en fait, finalement, je vais pas bien. Elle est pas vraiment là. Tu remets tout en question. Tu remets tout en question parce qu'en fait, tu sais, on a, comme je te l'ai dit, l'image qu'on a de nous-mêmes, c'est juste l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est je suis comme ça, je suis Sam, j'ai mon podcast, j'ai ça qui marche, moi je suis Anto, j'ai mon physique, j'ai mes compétitions. En fait, tu t'identifies à ton ego, à tout ton palmarès. Bah oui, parce qu'en fait, l'image qu'on a de nous-mêmes, on se la construit au travers des yeux des autres. Tu vois ? De notre entourage, de ce que les gens pensent. Donc pareil pour après, quand tu te déprécies, tu te regardes avec les mêmes yeux. Oui, c'est pour ça qu'une fois j'ai retenu une phrase dans un livre qui disait « Il ne faut jamais accepter une critique violente comme il ne faut jamais accepter un compliment plein d'amour. » Enfin. Si tu décides de ne pas accepter l'insulte ou l'horreur qu'on va te dire et te cracher au visage, tu ne dois pas accepter quand on va te dire aussi que tu es le meilleur. C'est vrai, parce que tu sais très bien qu'il y a aussi, soit il y a de la pas de la flatterie, mais tu sais très bien qu'en tout cas, voilà, on essaie de te valoriser, de te monter. C'est pareil, ça fait du bien à l'ego, c'est bien. Et quand on te descend aussi, c'est pour détruire ton ego. Tu vois, moi, j'essaie de rester, je cherche l'état neutre. En fait, j'apprécie un compliment. La catharsis. Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'essaie vraiment de toujours rester dans un état neutre parce que s'il y a trop de bonheur, il y a forcément de la tristesse. S'il y a de la joie, il y aura forcément de la peine. Tu vois, il y a toujours une énergie contraire. Donc, quand tu es dans un état neutre, ça veut pas dire que tu n'as pas de moment où tu apprécies un peu plus, où tu déprécies un peu plus, mais tu te dis, OK, s'il y a des hauts, il y a forcément des bas. Par contre, si j'essaie de rester dans cette zone où je suis calme, où je suis en paix, en fait, je cherche la paix. Tu vois, et c'est difficile de l'avoir quand tu n'as plus trop ces piliers-là qui sont solides. Donc, en fait, c'est pour ça que tu déracines un peu tout et tu dis, OK, maintenant, la base des bases, c'est moi. En fait, j'ai toujours voulu aider les autres. Je vais finir par m'aider moi, en fait. Et il a fallu que tu arrives au point. Le seul moment où tu as pensé à toi, presque, en tout cas, ça a été le cas pour moi, c'est le moment où j'ai voulu me foutre en l'air. Tu dis, c'est ouf quand même. C'est le seul moment où j'ai pris du temps pour penser à moi. C'était parce que j'en pouvais plus, parce que j'ai l'impression d'avoir déçu la planète entière. Mais quand tu te poses la question, tu te dis, est-ce que tu t'es déçu en fait ? Est-ce que finalement tu penses pas que tu es une bonne personne ? Est-ce que tu inspires pas des gens ? Est-ce que tu n'as pas un impact positif autour des gens autour de toi ? Et au final, tu le sais que tu en as un positif. Parce qu'on a tous nos détracteurs, mais on a aussi les gens qui nous aiment, qui nous supportent et tout. Donc du coup, quand tu fais la balance, elle est souvent plus positive que négative, mais pourtant tu laisses toujours le négatif peser vachement plus lourd sur ta balance. Parce qu'en fait, tu as ce syndrome où tu te dis, est-ce que je suis vraiment aussi légitime que je pense l'être ? Tu vois ? Est-ce que tu es content d'être là ? Pas là. Pas là. Très content ? Non, là, en vie. Bien sûr. Tu sais quoi, Sam, je vais te dire un truc, ça a été la tentative la plus forte que j'ai fait. Vraiment, j'ai jamais senti une noirceur aussi. C'est ce que je disais, j'affronte tout seul la noirceur de mon âme. Tu vois, et c'est dur quand t'as pas de distraction. Je bois pas, je fume pas, je sors pas, je n'enchaîne pas les conquêtes. Justement, je suis un très grand lover, peut-être trop. J'idéalise beaucoup. Et en fait, du coup, si tu veux, bien sûr que je suis content d'être là parce que après, déjà, la vie, c'est le plus beau des cadeaux. Mais tu sais, quand t'as la vie, mais t'as plus l'énergie et t'as plus l'envie, c'est difficile. Les deux choses. Enfin, il y a des choses qui sont hyper importantes dans la vie, c'est le temps, parce que sans temps, tu fais rien. Mais sans énergie, tu fais rien non plus. Tu vois, donc en fait, tu peux avoir tout le temps du monde, si t'as pas d'énergie, tu fais absolument rien. Et si tu peux avoir toute l'énergie du monde, si t'as pas de temps, tu fais rien non plus. Donc en fait, je me suis dit à un moment donné, là, je suis un peu mort dans cette voiture. Je te jure, en vrai de vrai, j'ai la sensation que je suis parti dans cette voiture, comme si j'avais détruit tout mon ego en fait. Mais aussi l'image que les autres avaient de moi. Je me suis dit, ça y est, maintenant, je me suis mis tout nu là, tout le monde sait tout.
Je peux plus jouer sur l'argent, le physique, les réseaux sociaux. Non, ça y est, je suis nu. Allez-y, jugez-moi, c'est pas grave, je m'en fiche. C'est un tabou, le mal-être masculin, tu trouves? Bah, déjà, je pense que le mal-être, juste déjà de dire qu'on est déprimé ou dépressif, c'est un tabou. Mais alors encore plus quand c'est des hommes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, longtemps, on m'a dit: «Ah, faut jamais dire quand tu vas pas bien, faut surtout pas le dire avec ton métier. Tu peux pas, tu feras plus rêver les gens». Mais tu vois, Combien de fois on m'a dit ça? Des conseils de professionnels, hein, t'imagines la du pression. milieu, hein. Ah, vache, t'imagines la pression que ça te met même sur toi. Ça veut dire Ah en fait, ouais. j'ai pas le droit d'être moi. Je l'ai fait pendant très longtemps, pendant 10 ans. Un jour, j'en ai eu marre et un jour, j'ai dit: «Ah non, je peux pas. De toute façon, si je le dis pas, je sais pas ce qui va se passer, donc il faut que je le dise que je suis pas bien». Et à quel moment, c'était quoi le déclic? Ah, Ah, heu, à quel moment tu t'es dit ça y est, j'en ai marre en fait, je vais dire la vérité, ça va pas. ne pas vouloir, être dans ce rôle dans lequel je me suis mis moi-même, en fait. C'était quoi le rôle? Et bah, celui de l'intervieweur, le créateur de contenu souriant, sympa, là pour divertir les gens, qui est enfermé quelque part, tu vois, un petit peu dans cette image, dans une prison que j'ai moi-même construite, quoi. J'ai une grosse rupture qui m'a fait beaucoup de mal et c'est même moi qui ai mis un terme. Ça a été difficile d'y mettre un terme parce qu'en plus, c'est une personne que j'aimais énormément et que j'aime encore énormément. Donc, tu sais, le plus dur, je pense que c'est pour celui j'allais dire c'est pour celui qui part et qui aime. En fait, c'est dur d'être quitté aussi, mais moi, je suis parti, j'ai quitté la personne que j'aimais et j'ai tué un peu toute l'image que j'avais idéalisée, tu vois. Et partir alors que t'aimes la personne, c'est super dur. Je te jure, c'est très, très dur parce que, enfin, moi, en tout cas, j'ai eu du mal avec ça. J'ai même retenté, tu vois. Je suis au point où j'en étais, hein. J'ai moi-même arrêté cette relation et je me suis dit, ouais, mais si je perds cette relation, je perds tout. C'est mon seul socle, en fait, qui tient encore un peu droit. Tu vois, tout s'est cassé la gueule autour de moi. Et la seule chose qui fait que j'étais encore un peu moi, c'était l'amour que cette personne me donnait. C'est ça, Donc ça veut dire que je me suis dit, mais en fait, je suis défini par la valeur de quelqu'un d'autre, oui, par la valeur qu'on porte sur moi et pas la mienne. Et en fait, quand moi-même, j'arrête la relation et donc que la personne doit aussi avoir son temps de guérison oui, et moi aussi, je suis tellement dans le truc j'ai un peu de la dépendance affective, hein, oui, forcément. Donc je me dis, je vais quand même revenir, je vais essayer de sauver ça. Mais bon, ça a été une histoire qui a été un petit peu compliquée. On s'est séparés une fois, on a retenté la chose, ça s'est plutôt bien passé, mais ça s'est reterminé. Et la deuxième fois, je me suis dit, OK, là pour l'instant, en fait, on doit guérir chacun de son côté. Mais le problème, c'est que elle a eu plus facile à rester sur le no contact que moi. Et en plus, quand il y a eu cette fameuse tentative, en fait, pour moi, ça a été dur parce que je voulais l'appeler, je l'ai appelée, elle a essayé de me calmer, elle n'a pas réussi. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, si je la perds, alors que je l'avais déjà perdu, que je suis parti, je perds tout. Et en fait, ça a été presque un élément déclencheur. Ça n'a pas été l'élément qui a fait que, parce que c'est une succession oui. de choses, mais ça m'a donné un peu l'impression, je me suis dit, ça y est, j'ai tout perdu. J'ai tout Ouais, perdu, ouais, j'ai plus ouais, rien je à perdre. comprends. Et en fait, tu sais, tu dis, c'est quand même, c'est super triste de se dire qu'en fait, toi ou moi, on se définit par la valeur que quelqu'un nous donne. Tu vois, peut-être pas entièrement, mais une grosse partie de notre identité. Alors qu'en fait, pas du tout. Parce qu'on était plus jeu, on était nous. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'en fait, tu dois mettre un terme au nous. Mais en réalité, si déjà il va pas bien, comment tu veux que nous, il aille bien? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et parfois, l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. Il faut aussi qui te dit que la personne en face de toi elle a la même intelligence émotionnelle que toi. Parce que toi, tu peux travailler sur toi, tu peux avoir évolué, grandi, appris de tes blessures, et la personne en face d'elle, des fois aussi, hein, elle pense qu'elle fait le travail et qu'elle a aussi évolué. Mais tu sais, souvent, tu t'en rends compte, et malheureusement pour nous, c'est quand tu arrives dans une nouvelle relation, tu te dis, en fait, cette chose-là sur laquelle j'ai échoué auparavant, est-ce que maintenant que je suis face à la même situation, je réagis de la même manière? Il n'y a que vraiment là où tu sais si tu as vraiment guéri, par exemple, d'une blessure, de trahison, d'abandon, de rejet ou de choses comme ça. C'est quand tu es face à la même situation que tu as été auparavant, une nouvelle fois. Comment tu réagis maintenant que tu as guéri? Tu vois? C'est difficile de savoir quand est-ce qu'on a guéri, parce que toi, dans ta tête, tu peux te dire 6 mois après, j'ai guéri. Mais en fait, si demain tu te remets avec une autre personne, peut-être que tu auras encore plus d'anxiété qu'avant. Peut-être que tu penses que tu as guéri, mais pas du tout. Peut-être que tu es encore blessé. Moi, ça va faire 1 an que je suis séparé. J'ai retenté jusqu'au mois de novembre, décembre, de manière, voilà, tu sais, j'allais dire à tâtons. Tu sais, j'essaie de me sécuriser, j'essaie de la sécuriser aussi. Mais en fait, après, quand j'ai voulu y aller all-in, je me suis ramassé. Je me suis ramassé et je me suis dit, OK, bah maintenant, c'est bon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui m'attend. C'est bête, hein, c'est très, très bête. Je conseille à personne de faire ça. Mais à ce moment-là, tu sais, tu deviens, là, c'est le seul moment où tu penses à toi. Tu deviens égoïste. Tu te dis, c'est quoi, maintenant, j'en ai marre. Rideau, il n'y a plus rien qui m'attend. Parce que je pense que comme moi, tu es quelqu'un qui aime l'amour. Je suis un amoureux de l'amour. Je pourrais plus aimer quelqu'un. Je préfère aimer qu'être aimé. C'est ouf, hein, quand même. Et c'est là où je travaille maintenant. Je me dis maintenant, il faut que je m'aime moi suffisamment pour déjà aimer correctement quelqu'un. Et je veux que la personne en face de moi s'aime suffisamment pour m'aimer de la même manière. Tu vois, qu'est-ce qu'on pose sur la table mutuellement pour que ça matche?
te fait cogiter, Ouais. ça. Ouais. Oui, ça fait cogiter, bien sûr. Non, mais c'est... Alors, elle a dit quoi, la psy, la dernière fois? Non, je réfléchis à ce que tu dis. C'est-à-dire que tu l'aimais, Comme un fou. donc au moment où tu la quittes, tu l'aimes, Ouais, comme un dingue. mais pourtant, tu mets un terme à cette séparation. Si tu mets un terme à cette séparation, c'est qu'il y a des raisons, c'est que votre relation, elle est arrivée au bout de quelque chose, où vous avez rencontré des situations, Compliqué, ouais, complexe. voilà, qu'on fait que vous en êtes arrivé là. Sinon, de facto, vous en seriez pas arrivé là. C'est ça. Mais tu sais, parce que parfois, tu peux avoir des blessures un peu. La personne avec qui j'étais avait un peu de jalousie, comme beaucoup de personnes. Mais avec les réseaux sociaux, c'est amplifié, tu vois, parce que il suffit que tu aies un peu de retour de personnes sur tes photos, enfin bref, en privé, peu importe. Tu sais, je suis beaucoup en retrait là-dessus. Je me dis, mais si déjà juste là, ça, c'est compliqué, si demain je m'expose ou je me surexpose, comment on va vivre la chose? Si demain vraiment je mets plein gaz sur les réseaux sociaux pour regagner correctement ma vie, pour ci, pour ça, ça va être compliqué, tu vois. Donc, tu t'es peut-être dit que tu ne te projetais plus Non, c'est ça le dans pire. cette relation, c'est ça? Non, c'est ça le pire, c'est que j'étais prêt, même moi, à tout arrêter. C'est là le pire, c'est que je me suis dit, c'est quoi, en vrai de vrai, je peux arrêter les réseaux sociaux, je peux arrêter ci, je peux arrêter ça. En fait, je me suis presque effacé. C'est pas de sa faute à elle, hein, c'est parce qu'elle avait aussi ses blessures, comme moi j'ai les miennes. Et moi, en fait, je me suis perdu, en fait, dans le fait de me dire, je dois lui plaire. Oui. Dis-moi. Bien sûr. Non, pardon. Non, mais c'est aussi une part de responsabilité. Ah, bien sûr, mais moi je suis 100%, tu sais, on est 100% responsable des choses Ouais. qui nous arrivent. Et des limites qu'on met. Bien aussi. sûr, mais au départ aussi, je la rencontre, tu sais, j'ai eu un pattern, je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, à chaque relation que j'ai eu une relation qui a duré 13 ans, 6 ans, et donc cette dernière a duré 2 ans et demi. Et en fait, avant chaque séparation, je commence à m'attacher émotionnellement à quelqu'un d'autre, et en fait, ce quelqu'un d'autre devient la prochaine relation. Et D'accord. c'est un pattern que j'ai reconnu chez moi, tu vois. J'ai mis du temps à le reconnaître. Hein. Et je me suis dit, en fait, parce que dépendance affective, tu te dis, wow, je saute dans le vide si j'abandonne cette relation. Et en fait, tu sautes pas sans parachute. Tu sais, tu dis, bon, là, j'ai peut-être quelqu'un qui peut m'accueillir émotionnellement, qui peut recevoir l'amour que j'ai à donner. Et en fait, il faut être honnête avec soi. Tu sais, tu te dis, OK, là, en fait, je suis lâche, en fait, dans mes relations. J'attends que ma relation, elle arrive à son terme. On se pousse mutuellement à bout. Et une fois que je connecte mieux avec quelqu'un, à ce moment-là, tu te dis, OK, go, je peux partir. Et en fait, dans cette dernière relation, ce qui a été super dur, c'est que j'avais pas de parachute. Je me suis dit, je quitte la relation parce que je dois la quitter. Donc, tu t'es retrouvé seul face à toi-même. Extrêmement seul. Genre, monstrueusement seul. Sans famille, sans personne, sans rien. J'ai eu quelques amis qui ont été là et heureusement qu'ils ont été là et je les remercie du fond du cœur. Même une discussion comme ça me fait du bien, ça me sait. Donc, ça veut dire que le peu de mains qui ont été tendues, je les ai acceptées. C'est la première fois que j'accepte les mains qu'on me tend, tu vois. Et des fois, elles viennent de personnes dont tu t'y attends pas. Tu vois, tu te dis, c'est pour ça que prendre la parole, de pas rester silencieux, c'est hyper important. Parce que souvent, c'est pas les gens que t'aimes le plus qui vont te sauver. C'est des gens qui te connaissent même pas. Parce qu'ils sont passés par des phases similaires aux tiennes, des blessures similaires. Tu vois, je t'ai posé la question tout à l'heure et ça nous a amené sur autre chose. Je t'ai dit, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est difficile, est-ce qu'il y a un tabou autour du mal-être masculin? Tu m'as dit, il y a un tabou autour du mal-être tout court. Ouais. Et c'est vrai. Bien sûr. Mais pourtant, c'est quand on s'est eu au téléphone que tu m'as dit ça, et j'avais déjà eu cette information-là. Les TS, il y a plus d'hommes qui en font au niveau des statistiques que les femmes. Pourtant, on entend plus parler des TS des femmes sur les réseaux sociaux. Parce que, comme tu dis, en fait, les hommes, on a toujours cette image, j'ai utilisé le mot, même si je l'aime pas trop, patriarcale. Si on est dans une société patriarcale où l'homme, il doit être fort, où tout est fait, entre guillemets, pour l'homme, donc il est responsable, il est le chef de famille, il doit assumer ci, il doit assumer ça. Donc, on lui apprend depuis tout petit, on le conditionne à ne pas trop exprimer sa souffrance. Et c'est bête parce que si on le laisse un peu exprimer sa souffrance, ses émotions, on en fait des êtres intelligents émotionnellement. Et là, tu crées juste des gens qui refoulent un peu leur colère, leur tristesse, donc qui peut-être après seront pas forcément des bons compagnons, qui seront pas forcément les meilleurs pères, qui seront pas forcément les meilleurs amis, parce qu'on leur a pas appris. On leur a pas appris. Donc, tu vois, moi, quand je vois des hommes qui osent pas parler de leur sensibilité ou de leur santé mentale, j'ai mal au cœur. Je me dis, mais en fait, quel genre d'éducation t'as reçu? Pas pour les juger. Je me dis, mais on t'a pas mis au contact de ce savoir-là. Tu vois, moi, on m'a pas mis au contact de ce savoir-là. On m'a jamais trop laissé exprimer mes émotions. Au contraire, j'étais quelqu'un de très introverti, toujours atypique, de par mon style, mes bagues, mes cheveux, ma carrure. Et en fait, je me suis dit, OK, si personne m'éduque, il faut que je m'éduque moi-même. Et cette souffrance, elle vient bien de quelque part. Et il y a des livres, maintenant, on a la chance que l'information, elle est partout autour de nous. Donc, et que ça se libère, même si ça reste à bout. Il y a quand même quelques personnes qui en parlent. Bon, j'ai pas vu beaucoup d'hommes en parler, en tout cas en France, pas beaucoup. Moi non plus. Ouais, donc je pense que voilà, on va être dans les précurseurs.
si ça peut aider en tout cas. Mais je me suis dit, en fait, pourquoi on parle juste... pourquoi on n'est pas sincère à 100%? On a peur de quoi en réalité? T'es à deux doigts, tu veux en finir. Tu peux pas avoir pire scénario dans ta tête. Parce qu'être vrai, c'est se mettre en danger. Pourquoi? Parce que les gens utilisent tes failles pour les retourner contre toi. Mais t'imagines... Utilisent tes faiblesses pour te faire mal. Mais imagine la force qu'il faut pour le dire publiquement, ça va mal. Il faut être fort quand même. Ça veut dire que pour moi, parler de ses faiblesses, de sa vulnérabilité, ça veut dire que tu as franchi une étape. Ça veut dire que tu as été capable d'identifier ce qui t'a fait du mal. Et là, tu as le courage de l'exposer publiquement. Mais qu'est-ce que tu fais de ces rapaces qui vont utiliser ta vulnérabilité que tu auras exposée? En fait, tu vois, tout de suite, on va penser aux rapaces, mais il y a certainement d'autres gens qui vont s'ouvrir, qui vont dire, tu sais, moi, quand j'ai eu ce geste malheureux, j'ai eu beaucoup de gens, j'ai des milliers de messages de personnes qui m'ont exprimé leur mal-être, leur souffrance, et qui m'ont dit un peu, en gros, merci d'avoir parlé de ça, parce que moi, j'ose pas en parler à ma femme, j'ose pas, tu sais, mais à ton ou ta partenaire, t'oses même pas en parler. C'est la personne que tu as choisie qui va faire ta vie avec toi. C'est la personne la plus importante de ta vie, presque. Donc, même pas presque, c'est la personne la plus importante. Tu peux même pas lui dire pourquoi, t'as peur de quoi, qu'on te dévalorise, que ça te fasse descendre de ton piédestal. Il y a rien, au contraire, ça te grandit de dire « Hey, j'ai mal, j'ai besoin d'aide. Je t'aime tellement que je te demande de l'aide. J'ai confiance en toi, et je mets mon cœur sur la table. J'ai tellement confiance en toi, tiens, mon cœur, il est en miettes, je te dis pas de le réparer, je te dis juste, il souffre. Aide-moi, j'ai besoin d'aide. » D'ailleurs, le nombre de relations qui se terminent justement parce qu'il n'y a pas cette communication-là, il n'y a pas cette confiance-là qui est assez instaurée dans le dialogue, dans la parole. En fait, comme je t'ai dit, souvent, tu as les anxieux qui vont attirer les évitants, tu vois, les évitants qui vont attirer les anxieux. Et en fait, moi, j'ai juste envie d'attirer des gens guéris. Tu vois. Attends, c'est quoi ça, les anxieux qui vont attirer les évitants? En fait, si tu veux, tu as souvent les anxieux, ceux qui ont un amour anxieux, ils sont souvent attirés par des gens qui sont évitants, tu sais, des gens qui fuient. Tu sais, qui discutent pas, qui vont pas dire leurs problèmes, voilà, qui vont pas dire quand ça va pas, qui vont pas demander de l'aide. Voilà, c'est ça, parce que deux anxieux ensemble aussi, c'est difficile, c'est les couples inséparables. Tu sais, ceux qui peuvent pas faire un truc les uns sans les autres. Ouais. Et souvent, tu es attiré par ton opposé. Si toi, tu es un anxieux, tu vas être attiré par quelqu'un qui t'évite un peu parce que ça met un peu de piment. Tu dis, je bataille un peu, tu vois. Mais une fois que tu batailles trop, c'est plus une bataille, c'est une guerre. Tu dis, mais c'est la guerre pour avoir de l'attention, tu vois. Et en fait, souvent, l'évitant, il fuit parce qu'en fait, ton amour anxiogène, il l'étouffe. En fait, il faut trouver juste le bon moyen de communiquer entre vous deux. Et en fait, moi, je me suis dit, tu sais quoi, moi, j'étais plus, à un moment donné, évitant, parce qu'à force d'être avec une personne qui était anxieuse constamment, tu deviens anxieux, presque. Tu sais, tu dis, et j'ai pas envie de devenir comme ça, j'ai pas envie d'avoir de la jalousie pour rien, j'ai pas envie d'être... En plus, je suis quelqu'un qui communique, donc quand je ressens cette anxiété-là, moi, ça me renferme. Donc, j'essaie pas de fuir, parce que j'affronte le problème, mais j'essaie juste d'avoir mon espace à moi, je me protège. Et en fait, si tu veux, maintenant, je me suis dit, justement, après avoir mis un terme à cette relation, il est temps pour moi de guérir. Je cherche rien d'autre, je cherche à guérir profondément, tu vois, à identifier toutes les souffrances, tous les patterns, les schémas que tu refais sans arrêt, et me dire, maintenant, la seule chose que je veux, c'est moi pour moi. Tu vois, et c'est hyper important parce que c'est jamais toi pour toi. C'est toujours toi pour quelqu'un d'autre, toi pour ton audience, toi pour ton partenaire, toi pour tes parents. Mais à quel moment c'est toi pour toi? Si tu devais faire un choix aujourd'hui pour toi, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que ce serait la même chose que ce qu'on fait là ou ce serait totalement différent? Et toi qu'à la fois, Anthony Amar, non mais c'est vrai, t'as la foi, on peut dire que t'es religieux. Ouais, voilà, on peut parler de ta confession. Ouais, bien sûr. T'es de confession musulmane. Ouais, je suis musulman. Ok, faire ce type d'acte dans la religion en général, mais dans la religion musulmane, c'est considéré comme un péché. Ah oui, c'est l'un des pires péchés. C'est l'un des seuls péchés que Dieu il pardonne pas. En réalité. Alors, je sais pas pour la religion musulmane, mais dans la religion catholique, par exemple, c'est si tu fais ça, tu iras en enfer. Ah oui, c'est ce que je te dis, c'est l'un des pires péchés. Il y a un autre péché, c'est d'associer l'association et donc retirer la vie, que Dieu t'a donnée. Et en réalité, à ce moment-là, comme je te dis, t'es pas toi. J'étais dans un état second. C'est vraiment, tu te rends même pas compte à quel point. En tout cas, je sais pas si t'es passé par là, mais moi, j'avais je te jure, un démon. Je sentais que c'était quelque chose de plus fort que moi qui me dit fais-le. Genre, fais-le. Tu souffres. Regarde comme tu souffres. Et tu te dis, je veux faire taire cette souffrance. En plus, tu sais, comme justement, tu viens de le mentionner, je suis quelqu'un qui pratique. Cette année-là, ça a été la pire année pour moi au niveau de ma pratique. Elle a été très éprouvée. Donc, ça veut dire que même la communication avec Dieu, à ma manière de la pratiquer, elle était rompue. Et donc, je me suis dit, pendant des années, pendant plus de 8 ans, parce que ça fait 10 ans que je suis converti. Donc, ça veut dire pendant plus de 10 ans, j'essaie de faire tout au mieux.
Et j'en arrive à cet état-là. Genre, c'est comme si Dieu m'avait abandonné. Mais Dieu t'a pas abandonné. C'est toi, finalement, qui l'abandonne. Ouais. En fait, tu t'es senti abandonné vraiment de tous les côtés. De tout. Et en réalité, même là, regarde, Dieu, il t'a pas abandonné. Si c'était décrété que tu devais partir, tu serais parti. Justement, peut-être que c'est peut-être une nouvelle naissance pour toi. C'est peut-être justement la reconnexion profonde avec ta foi, avec les gens que t'aimes. Peut-être que là, aujourd'hui, je vais pouvoir avoir un message qui va impacter certaines personnes qui sont aussi en baisse de foi, peu importe leur confession, en perte d'identité, que ce soit au niveau professionnel, familial, amoureux, tu vois. Donc, j'espère de tout mon cœur que cette énorme bêtise, que je ne souhaite à personne, puisse aider des gens qui sont dans le même cas, tu vois. Tu as terminé ta story en disant c'est souvent essayer de rester en vie que de s'exprimer, c'est refuser de disparaître dans le silence, Bien c'est sûr. tenter de ne pas mourir à petit feu à l'intérieur. Je viens uniquement pour passer un message utile, responsable et bienveillant. C'est vraiment essentiel pour moi. Tu t'en sens une responsabilité aujourd'hui, encore plus forte peut-être. En fait, si tu veux, la vie, elle est super belle. La vie, elle est magnifique, mais il faut la voir avec tes propres yeux à toi. En fait, tu sais, maintenant, même avant, hein, tu sais, j'apprécie quand je mange quelque chose, je ferme les yeux, j'essaie de deviner les saveurs de chaque aliment. Quand j'ai une discussion comme ça, j'essaie d'être dans le moment présent intensément. Tu sais, je fais abstraction de tout. Parce qu'en fait, je me dis, la seule chose qu'on a vraiment à nous, c'est le présent. Et comme quand t'es anxieux, tu penses souvent au futur. T'es là en train d'anticiper des choses qui n'arrivent pas. Et t'es mélancolique quand t'es dans le passé, sans arrêt. Donc c'est pareil, tu loupes l'instant présent sans arrêt. Regarde, là, moi, dans cet échange, je suis heureux, je suis bien. Tu vois, ça se trouve, on va sortir de là, je vais être anxieux, je vais me dire, ça va être quoi les retombées? Tu vois, et après, je vais être mélancolique, je vais me dire, ah, punaise, on a parlé de mon histoire d'amour, ça me manque un peu. Tu vois, et en fait, donc du coup, le bonheur, il est juste là, maintenant, tout de suite. Et en fait, c'est ça que j'essaie de cultiver maintenant. C'est je me dis, grâce à Dieu, grâce à tout ce que tu veux, je suis encore là. J'ai le moment présent pour moi. Qu'est-ce que je fais de ce moment-là actuellement? Quelle valeur je lui donne? Et là, pour moi, c'est devenu hyper important. Avant, j'avais cet état d'esprit-là, mais pas dans cet état de conscience-là. Tu vois, quand tu arrives à un geste comme ça, c'est presque comme si bizarrement, ta foi, elle descend au plus bas, mais après, ton niveau de conscience, quand t'as pas réussi ça, il est hyper élevé. Tu te dis, mais en fait, il n'y a plus rien qui a d'importance. Demain, j'ai plus de femme, j'ai plus de taf, je suis encore là, je peux tout recommencer. Mais à ce moment-là, tu t'es tellement vu avec le prisme du regard des autres que toute ton identité, elle s'est effondrée. Donc, comme je te l'ai dit, cette identité, elle est morte dans cette voiture, tu vois, en vrai de vrai. Donc, ce qui en est sorti, c'est quelque chose que même moi, je connais. Je connais, mais sans le connaître. Je suis en train d'apprendre à le connaître, de l'apprivoiser. Je lui redonne une chance et de l'aimer avec mes yeux, pas les yeux des gens. Tu vois, j'ai osé dire publiquement à tout le monde, hey, j'en ai rien à faire. Regardez comment ça va pas. Et pas pour dire, plaignez-moi. Non, maintenant, j'ai plus rien à perdre. J'ai tout à gagner. Tout ce que je prends, c'est que du bonus. Donc, si je peux aider ne serait-ce qu'une personne maintenant à voir ça comme ça, tant mieux. Merci Anthony. Je t'en prie, avec grand Merci plaisir. pour cette discussion. Merci beaucoup. J'allais te dire c'est courageux, mais je trouve même pas en fait que c'est courageux, c'est juste humain. Ouais, c'est gentil, c'est gentil. Voilà, je te trouve très humain C'est gentil, merci dans beaucoup. ton approche et dans ton discours et dans ta façon de nous expliquer tout ça avec beaucoup de responsabilité, de pédagogie et de sincérité. T'avais pas d'autres questions, ça va, tout va bien? Des questions, moi tu sais, je pourrais rester toute la nuit, mais vraiment, je pourrais rester pendant 2, 3, 4 jours. Par contre, tu reviens quand tu veux, que ce soit même pour tes projets. Avec grand plaisir, c'est gentil, je sais pas merci. Si demain même la télé refait appel à toi. Ouais, tu pourrais refaire d'ailleurs, il y a les engins qui repartent. Tu sais quoi, j'ai eu un commentaire, quand tu fais un acte comme ça, j'ai eu beaucoup parce que ça on en a pas parlé, mais il y a eu beaucoup d'articles dont je m'attendais pas, et surtout beaucoup de commentaires, donc des très positifs et des très négatifs, tu vois. Genre, même ça, t'as pas réussi, tu vois. Donc ça, c'était... Quelle horreur. Ça, tu vois, ça, on en a pas parlé, mais c'est un sujet hyper important. En fait, de pas se focaliser sur ça. Parce que t'as des gens, tu sais, qui se nourrissent du malheur des autres. Tu parlais des rapaces tout à l'heure. Et en fait, il faut vraiment pas faut vraiment pas les calculer. C'est des trolls, tu sais. Il faut vraiment mettre ça de côté. Et en fait, j'ai lu un commentaire qui m'a fait rire, même si je l'ai trouvé. Il a dit, maintenant, il est prêt pour faire la villa des cœurs brisés. Tu l'as fait avec l'humour. En réalité, oui, parce que de toute façon, tu sais, je sais même pas à quoi je suis ouvert aujourd'hui. Déjà, le plus important, c'est de se reconstruire. Je sais qu'il y a des gens, des fois, qui ont besoin de changer totalement de vie. Moi, j'ai dit aujourd'hui, j'avais besoin de changer d'endroit. Tu sais, de vraiment presque quitter l'endroit, parce que souvent, c'est difficilement possible de guérir dans l'endroit qui t'a rendu malade. En tout cas, si c'est pas l'endroit géographique, c'est l'environnement, les personnes que tu fréquentes, les endroits que tu as fréquentés, parce que demain, peut-être que tu vas aller dans certains endroits qui te rappellent certains souvenirs. Tu vois, moi, j'habite à une bourgade que tu ne connaissais même pas. Donc, ça veut dire que chaque chemin que je prends, il est imprégné de souvenirs forts. Il est connoté. Donc du coup, j'essaie maintenant de trigger mon cerveau en me disant, ok, je passe par des chemins différents. Des fois, je me rajoute 10 ou 15 kilomètres. Et je me dis, tu sais quoi, maintenant, je vais changer. Même si c'est juste un peu de région, pas forcément de pays, j'ai pas besoin de me délocaliser, mais j'essaie vraiment maintenant de mettre en place juste des nouvelles routines qui font que mon cerveau, il fonctionne différemment, quoi.
En tout cas, tu es très lucide. Hein. C'est très gentil, merci beaucoup. Sam. Je te trouve très lucide. L'âge. Merci Anthony. Je mets tes réseaux sociaux, les liens cliquables gentil, dans la beaucoup. description de cette vidéo. Merci, et j'espère, voilà, comme tu le dis, voilà, si des personnes qui ont partagé des pensées similaires écoutent cette discussion et se disent, ok, quand je serai face à une situation qui peut être similaire ou différente, totalement différente, et que des fois tu peux avoir, tu sais, une demi-seconde, tu sais pas ce qui se passe. J'ai entendu telle personne en parler, je me souviens de telle conversation qui m'a marqué, et que ça peut ramener, tu sais, une forme de lucidité. Ouais, bien sûr. Ouais, bien tu sûr. vois, parce que tu disais dans un moment comme ça, c'est comme si le démon t'appelait. Ah, je te jure. Tu vois, voilà. Et c'est cool. Je trouve qu'on aura réussi quelque chose. Ah, ce sera magnifique. Franchement, ce serait la plus belle chose qui puisse découler de ça. Donc merci à vous de nous avoir écoutés avec attention. Merci beaucoup Anthony, et je te dis à très bientôt. Je suis persuadé qu'on se reverra très bientôt pour un contenu différent. Ah ouais, on espère. Encore. Avec plaisir. Voilà. Et si t'es coach sportif, si t'es à Paris, mais moi je t'aurais avec grand plaisir. Ouais, on va se revoir, t'inquiète. Bref, allez, ciao. Ciao.